bref exposé que je vais vous présenter parce que je suis un petit peu pressée par le temps. Je dois partir au plus tard à midi 20. Donc j'espère pouvoir le dire en 10 minutes. Normalement, j'avais 20 minutes. Et peut-être que je vais laisser quelques minutes pour les questions éventuellement parce que c'était prévu. C'est un moment d'échange. Donc moi, en fait, je vous partage quelques idées, quelques proverbes comme ça que j'ai donc choisis dans Proverbes malgaches, recueillis par Cousin. Donc j'avais expliqué que c'était des missionnaires qui sont venus en fait collecter ces proverbes et ces haïntin, qui est une forme de littérature traditionnelle malgache. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. En fait, je suis Anne Chouni et je suis présidente de l'Union des poètes et écrivains malagasy, section France. C'est pour ça que je vous parle de lettres, de mots et de littérature. Voilà, donc je représente notre association, mais à la fois je suis aussi écrivain et poète. Donc voilà, j'apporte ma petite part dans cette journée qui est très très importante pour nous. Et le thème que je porte ici pour vous est l'impact de la culture sur la condition de la femme, son rôle et sa place dans cette culture. Donc je vais citer quelques proverbes et en traduisant rapidement un ou deux. Par exemple, j'ai Isla Sadmayeri, Isaovavi Sadmadeng. Lui est un homme et il est fort. Moi, je suis une femme et je suis faible. C'est pour vous dire en fait l'esprit dans lequel ont été dit les proverbes. Et j'avais fait la remarque que les femmes malagasy n'avaient pas la parole en public. C'est ça le kabal en fait. C'est une parole, un discours, plutôt un art oratoire en public que l'on fait dans les événements importants de la vie. Et ça, c'est vraiment juste aujourd'hui, et c'est très important pour les Malagasy. Donc c'était à l'époque que des hommes qui portaient, qui parlaient, et je pense que ça nous donne un petit peu une idée aussi de la suprématie masculine, qui fait que les points de vue qui sont cités dans les proverbes sont effectivement ce genre de proverbes comme je vous ai dit. Comme le pou mère ou femelle, comme le pou mère, c'est la femelle qui est célèbre. Donc à vous de trouver l'idée qui est derrière. N'avoir qu'un seul enfant, c'est être comme stérile. Manoto une paysanne, quand va venir nous faire nos vies. Faire comme les paysannes, c'est une ethnie à Madagascar, dans l'Est. Faire comme les paysannes, et c'est les femmes qui ont l'assiette pleine. Ni là, ma minjaintel kamazevcha, ni va miyunchka inyevcha, vomaznyaz. Les hommes font 3 pas, trouvent leurs idées. Les femmes se courbent 4 fois avant de trouver la leur. Donc, à vous d'en déduire, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, je vais vous dire très rapidement, en fait, l'origine de la femme. Parce que dans les contes et les mythes malagasy, dans plusieurs régions de Madagascar, on dit que la femme vient d'une déesse parfumée qui s'appelle Anjiambavran. Donc, c'est une feuille parfumée qui est tombée du ciel et qui est tombée sur un lac, une rivière, et on l'appelle Anjiambavran, donc la déesse de l'eau. Un valet d'un prince a trouvé cette feuille très parfumée, il l'a ramassée, l'a apportée à son prince, ou plutôt à son roi, et lui a trouvé l'idée de conserver cette feuille très rare et très très délicate dans une petite boîte en fait. Et il se trouve que la feuille se transforme en femme quand les hommes ne sont pas là. Et elle fait beaucoup de va-et-vient, elle met un peu de dégâts quoi, dans le palais. Et puis quand ils rentrent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe ici? Bon, ils ne savent pas que c'est la femme. Un jour, Kyut, donc le valet, trouve la femme en train de faire ses affaires. Et il est allé rapporter le fait à son roi. Et donc le roi a dit ah, je vais faire en sorte que je puisse la voir. Et quand il l'a vue, il est tombé tout de suite amoureux d'elle. Donc c'était un Giamanzarna, il s'appelle. Et il lui demandait la main parce que c'est une déesse, ils ont pu se marier très vite. Et voilà, d'après les mythes, plusieurs mythes de Madagascar, la femme donc vient
du ciel, en quelque sorte. Et c'est peut-être d'ailleurs, il me semble, un diamant. Hein. Qui sait? Non, mais je lance ça comme ça, mais bien sûr, c'est juste un débat qui, je pense, n'a pas lieu d'être ici. Ensuite, voilà, donc, la femme est aussi présentée comme un médiateur entre le monde des ancêtres et celui des vivants. Il y a d'ailleurs des rites dans le sud, comme Tumba, qui sont utilisés pour solliciter les esprits qui, à travers le corps des femmes, parlent aux vivants. Donc, ils transmettent des messages pour le bien de la société. Par exemple, souvent, ce sont des femmes, vieilles femmes célibataires, qui reçoivent ces esprits. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut être représentant comme ça, intermédiaire entre les ancêtres et les vivants. Et même le nom d'une nation qui s'appelle donc Firéné en Malagasy, Firéné veut dire l'outil de matriarcat. Réni et le radical, Firéné. Donc voilà, en quelque sorte, la femme a une place très très importante dans notre culture malagasy. Quelques personnages qui sont souvent cités dans les contes et qui en quelque sorte avaient existé parce que dans notre façon de transmettre la connaissance, bien sûr, je vais parler de cette perte-là qu'on est en train de subir, la perte de notre culture qui génère une instabilité dans notre développement. Une sorte de perte de repère qui fait que nous ne sommes plus tout à fait conscients en fait de notre, comment dire, notre richesse de l'inconscient collectif malagasy depuis des siècles et des siècles que nous avons tout simplement laissé tomber en quelques dizaines d'années. Alors, c'est vrai que c'est depuis 1896 qu'on est une colonie française. On est indépendant depuis 1960 et bientôt 60 ans, on va commémorer par rapport à notre indépendance. C'est bien ça, hein? Oui, donc c'est court par rapport à tout le passé que nous avons évité pour tout laisser tomber d'un coup comme ça. Donc, moi, personnellement, je pense que le fait d'aller chercher dans nos sources, d'aller chercher aux sources, nos connaissances culturelles, notre savoir ancestral, ça nous permettra vraiment de trouver le chemin pour notre futur. Non pas forcément d'aller chercher à faire exactement comme eux, mais de tirer ce qui est bien, ici et là, comme si on cueillait les fruits dans la forêt, et on garde les meilleurs, on jette ce qui est pourri, entre guillemets. Donc, par exemple, ce que Madame Baboué tout à l'heure a expliqué, il y a des traditions qui sont lourdes à porter et qui génèrent vraiment une frustration au sein des familles et de la société. Cela génère de la négativité qui nous empêche d'avancer. Donc, c'est à la société de trouver, en fait, et d'approfondir elle-même quel pas elle doit faire pour pouvoir évoluer dans le bon sens. On ne jette pas comme ça tout simplement la tradition. On ne prend pas tout simplement non plus les habits et les tresses d'une société occidentale qui, elle, a mis des milliers ou même combien d'années pour hériter de toute cette connaissance et de cette façon de vivre. On ne peut pas juste mettre comme ça un habit qui ne nous appartient pas. Donc il faut que nous soyons d'abord maîtres et conscients de ce que nous sommes et prendre chez les autres ce qui est bon. Dans une famille malagasy, c'est bien la femme qui est l'élément principal. Elle tient le rôle de transmission de la tradition, transmission des connaissances, et elle est la principale responsable de l'éducation. Éduquer une femme, selon un proverbe africain, c'est éduquer un peuple. Mais la femme est souvent effacée, discrète, derrière l'homme, parce qu'il est vrai que c'est toujours elle qui a la dernière parole, mais c'est l'homme qui parle. Donc ça, c'est tout à fait effectif dans la société malagasy, mais selon les régions en fait, de Madagascar, tout à l'heure, il y avait vraiment du vrai dans ce que Madame Mas a dit. Il y a vraiment, c'est tout à fait véridique. Il y a des gens qui vivent comme ça, vraiment dans la situation inextricable. Mais selon les régions, il y a quand même des femmes qui sont tout à fait libres. Par exemple, dans le nord-est, elles sont libres de, par exemple, vivre en femme monoparentale, elles ont même une liberté sexuelle plus importante que celles qui sont dans d'autres régions, plus christianisées par exemple, ou vivre seule avec un enfant ou avoir un enfant sans mari est une faute dont la société leur fait une charge qui fait qu'elles ne puissent
pas vivre librement, quoi. Donc, c'est vraiment selon les régions. Ensuite, moi, j'ai l'expérience personnelle d'avoir discuté avec des femmes samariennes, donc la petite île qui est au large de Tuamas, Tamatave, où les femmes, parce qu'elles en avaient assez de voir des hommes irresponsables, un peu trop abonnés aux bouteilles, elles ont choisi de créer leur structure, de faire de la culture, d'élever leurs enfants, de leur donner l'éducation, de développer elles-mêmes l'artisanat, la culture vivrière avec les légumes et voilà.